Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le plan sectoriel de l'éducation, document de politique de l'État en matière d'éducation, est mis en œuvre depuis 2010. Et quand vous regardez dans ce plan sectoriel de l'éducation, il y a des axes prioritaires. L'accès, tout ce qui est lié aux constructions, la qualité, tout ce qui est lié aux réformes des programmes à la formation des enseignants, la gouvernance, tout ce qui est lié au partenariat et à la gestion, et le pilotage, tout ce qui concerne le suivi par le personnel d'encadrement, l'équité de genre, l'inclusion. Ce plan sectoriel de l'éducation à travers tous ces axes est mis en œuvre par 4 ministères appelés ministères sectoriels de l'éducation. Il y a le ministère de l'enseignement primaire, secondaire, technique, le ministère de l'enseignement technique, le ministère de la promotion de la femme, de l'alphabétisation, le ministère de l'enseignement supérieur. Les 4 ministères sectoriels sont appuyés dans ce travail par les ministères à fonction transversale de l'éducation. On a le ministère de la Santé, le ministère du Développement à la base, le ministère de l'économie numérique, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Planification et autres. En 2020, le gouvernement, à travers la feuille de route gouvernementale, a consacré des projets-programmes pour faire avancer les indicateurs au niveau de la mise en œuvre de ce plan sectoriel de l'éducation. Quand je prends le ministère de l'enseignement technique, par exemple, dans la feuille de route gouvernementale, il lui est demandé de reformer les programmes pour qu'ils soient en adéquation avec le marché du travail et faire en sorte que 80% des sortants de l'ETFP soient enrôlés sur le marché du travail. Aujourd'hui, nous allons voir avec le ministre de l'enseignement supérieur la mission qui est confiée dans la feuille de route gouvernementale à son département. Nous aurons à aborder 3 grandes rubriques. Donc, il y a la feuille de route gouvernementale, la qualité des diplômes délivrés dans l'enseignement supérieur, public comme privé, et la mutualisation des ressources humaines dans les universités publiques. C'est les 3 sujets qui seront abordés avec M. le ministre de l'Enseignement supérieur. Débat thématique, c'est dans un instant. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Marcel, comment ça va? Ça va bien. Très bien. Nous sommes honorés par votre présence dans ce studio pour éclairer la lanterne des téléspectateurs qui attendent impatiemment de voir ce qui est en train de se faire dans l'enseignement supérieur par rapport à la feuille de route et d'autres aspects que j'ai évoqués dans l'introduction. On va aborder le tout premier sujet, la feuille de route gouvernementale qui a consacré des projets programmes affectés à chaque ministère sectoriel. Merci Marcel et encore une fois félicitations pour l'initiative de cette émission. Merci, monsieur. Qui est plus que nécessaire puisque ça éclaire la lanterne de plus d'un, surtout sur les questions éducatives parce que comme on le dit, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Tout à fait. Et je crois que vous aviez cette belle inspiration vraiment d'approcher les sectoriels pour en débattre. Merci. Alors, la première question, c'est sur la feuille de route gouvernementale. La feuille de route gouvernementale a été structurée en 42 projets et réformes et chaque ministère, du moins, ou chaque secteur de la vie de la nation pilote un certain nombre de projets. Pour ce qui est du ministère de l'enseignement supérieur, il y a 2 projets essentiels. Le projet P11 qui est donc la revue de la politique d'orientation et la promotion des formations professionnelles vers les métiers prioritaires. Et le deuxième projet sur lequel nous sommes en support, c'est l'amélioration, qui est le projet 10, l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Sur le premier projet, le projet 11, qui parle donc de la promotion des formations professionnelles vers les métiers prioritaires, ce projet a été décliné en 23 projets opérationnels et en 120 jalons à peu près, c'est-à-dire les différentes étapes qu'il faut pouvoir mener pour accomplir chaque projet. Je vous parlerai plutôt ici des projets qui sont directement en lien avec les métiers prioritaires. Dans ce projet, il était question, à un moment donné, qu'on a fait l'état des lieux des formations au Togo. On s'est rendu compte que pendant longtemps, le système éducatif de l'enseignement supérieur a formé des étudiants, des cadres, mais il arrive souvent que ces étudiants ou ces cadres formés ne trouvent pas rapidement du travail ou s'insèrent difficilement sur le marché de l'emploi. Et en même temps, nous formons sur des thématiques qui forcément ne tiennent pas compte de l'évolution du monde
des défis et enjeux auxquels le Togo aussi est confronté à l'instar des autres pays du monde. Et il y a donc lieu désormais de former sans pour autant occulter les grands domaines dans lesquels nous formions, mais former en mettant l'accent sur des points particuliers, des points sur lesquels le Togo a des besoins. Nous les avons appelés les métiers prioritaires. Alors, comment on est arrivé à définir ces métiers prioritaires? Ces métiers prioritaires répondent essentiellement à 3 critères. D'abord, c'est une enquête de terrain qui a permis, avec les sectoriels, notamment la chambre de commerce, les chambres de métiers, le patronat et tout cela, il y a eu des réunions pour voir au niveau du Togo de quoi avons-nous besoin réellement pour former des cadres de demain qui puissent répondre aux ambitions du Togo. Et pour cela, il faut répondre à 3 questions. La première question, c'est est-ce qu'il y a un problème dans un domaine donné? C'est-à-dire, nous l'avons appelé le critère d'écart. Est-ce qu'il y a un problème? Si oui, alors cette formation devient donc une formation qui interpelle. La deuxième chose, une fois que le besoin est identifié, on se demande si, en essayant de corriger ou d'apporter une solution à ce besoin, est-ce qu'on peut apporter un impact? Est-ce qu'il y aura un impact sur le développement? On l'a appelé le critère d'impact. Impact d'abord pour celui qui a été formé. Est-ce que rapidement il va trouver du boulot? Est-ce que le fait qu'il ait été formé, ça va booster l'économie togolaise? Est-ce que ça va être utile? Critère d'impact. Et troisièmement, une fois que nous avions identifié le besoin, on a vu que ça aura un impact, alors comment on fait? Critère de faisabilité. Donc tous ces éléments ont fait que nous avions passé au peigne fin les près de 1700 métiers répertoriés au Togo, dans le registre des métiers au Togo, pour voir dans tous ces métiers ou dans toutes ces formations, quelles sont les formations qui répondent véritablement à ces 3 enjeux qui sont des enjeux de développement. Nous avions également fait un benchmark, donc une revue de la littérature au niveau mondial, pour voir aussi ailleurs quels sont les nouveaux métiers ou les nouvelles professions qui doivent impacter durablement la vie d'un pays aujourd'hui et dans les années à venir. Donc, après avoir fait passer donc toutes ces formations au niveau local et international à ces 3 critères, il a été retenu à peu près une trentaine de domaines dans lesquels le Togo a des insuffisances avérées pour lesquelles il faut désormais former pour non seulement répondre aux objectifs et aux enjeux d'aujourd'hui, mais préparer et lancer le Togo pour répondre au rendez-vous de l'histoire. Autant nos pays, on peut comprendre ou des excuses d'être mal rentrés dans les siècles passés, mais nous n'avons pas d'excuses à ce que le Togo rentre mal dans les décennies à venir ou dans les siècles à venir. Il faut que le Togo se prépare. C'est ça qui a donné donc lieu à la notion des métiers prioritaires. Et dans ces métiers prioritaires, il y en a qu'on appelle les métiers en tension, c'est-à-dire c'est des métiers où il y a plus d'offres d'emploi que de demandes. Ça veut dire que quand on cherche 10 personnes, on n'en trouve que peut-être 5. On les appelle les métiers en tension. Donc la formation maintenant est focalisée là-dessus pour qu'en marge de ce que nous faisions, on crée suffisamment de ces cadres de demain pour répondre vraiment à nos besoins. Le programme a été lancé véritablement il y a 1 an. À ce jour, nous avons à peu près 1200 étudiants qui sont enrôlés dans ce programme ambitieux. Monsieur, permettez que je fasse un peu rapidement le point aux téléspectateurs qui nous suivent. Vous voyez que le développement fait par monsieur le ministre pose réellement la problématique et la démarche que le gouvernement a adoptée avant d'élaborer ces 2 projets programmes qu'il vient de décliner. Et ça nous permet de voir véritablement le diagnostic qui a été fait et les orientations qui ont été faites. Maintenant, qu'est-ce qui a été réalisé après ce diagnostic que le ministre vient de décrire tout à l'heure? Qu'est-ce qui a été fait pour apporter des réponses attendues? Merci beaucoup, monsieur Marcel Toyi. Pour y arriver, il y a eu d'abord une présentation de ce programme au séminaire gouvernemental où tous les ministres ont eu à amender avec le concours des experts sur la démarche méthodologique. Et c'est ce qui a permis donc de retenir les secteurs. Alors par rapport à cela, donc, on a commencé maintenant à faire les appels d'offres à la candidature où à ce jour, nous avions à peu près 1200 étudiants togolais qui sont enrôlés dans ces programmes, dont à peu près 600 qui se déroulent au Togo et 600 qui se déroulent donc à l'étranger. Alors, ce diagnostic ne s'est pas fait seulement sur la base des données liées au répertoire des métiers au Togo. On a approché aussi les sectoriels parce que le plus grand connaisseur d'un domaine, c'est le sectoriel lui-même. Par exemple, vous êtes journaliste, personne en dehors de vous ne pourra dire réellement les besoins auxquels les journalistes sont confrontés en termes de ressources humaines, en termes de nouvelles compétences à acquérir. Donc, en dehors donc, de ce travail-là,
on a approché les sectoriels, tous les ministres ont donné leurs avis. On prend par exemple le cap du ministère de l'Agriculture, qui va vous dire, j'ai des agronomes, ça on sait le faire, c'est important, mais pour les enjeux de demain, j'ai besoin de tracteurs. Est-ce que nous avons suffisamment des Togolais outillés pour réparer les nouveaux tracteurs? Ce n'est pas évident. Donc moi, je souhaiterais plutôt que vous me créiez des formations dans le domaine des réparateurs des engins agricoles modernes. Le ministre de la Santé vous dira, je veux équiper les hôpitaux, mais le problème que j'ai, quand les équipements biomédicaux tombent en panne, j'ai du mal à les réparer. Donc, il faut maintenant créer des techniciens, des ingénieurs, les former à la réparation et au calibrage des équipements biomédicaux. C'est ainsi que, par exemple, à l'énergie, la ministre nous a dit, j'ai des électriciens, ça le Togo, c'est former des électriciens, mais dans le domaine des mines et dans l'exploration minière, je n'ai pas toujours les ressources qu'il faut, je dois faire venir des gens de l'étranger. Là, ça devient un problème prioritaire issu d'un sectoriel qui vit une réalité sur le terrain. Et je finis dans ces exemples que je donne pêle-mêle. Quand nous avions exposé donc le problème à Madame le Premier ministre, elle a dit, à ce niveau de responsabilité, il y a des éléments de gouvernance que le commun des mortels ne maîtrise pas. Elle nous a dit, ah, attention, vous aviez fait de bonnes choses, mais il manque un domaine important, l'actuariat, les actuaires. Nous n'en avons pas au Togo. Et c'est un domaine... Les actuaires, c'est un domaine très vaste, mais c'est des super génies, dont je vais caricaturer. C'est des gens, quand vous voulez faire quelque chose, c'est les gens qui sont en mesure de vous dire un peu les impacts en termes de risque. La capacité ou du moins les chances que vous avez à réaliser ce phénomène et que cela ait un impact, seuls les actuaires peuvent vous dire que ça, vous devez le faire comme ça parce que si vous le faites plutôt dans cette optique-là, vous risquez de ne pas avoir des résultats. Je donne un exemple. Si on dit par exemple un actuaire en journalisme, il va vous dire, avec le développement donc, du digital, avec le développement des réseaux sociaux, si vous ne savez pas par exemple élaborer des polices qui encadrent le métier de journalisme par rapport à ce que je vois au Togo, dans 10-20 ans, les journalistes, vous risquez de disparaître parce que vous ne pouvez plus exercer votre travail. Et ça, c'est des gens qui, pour ce projet dans l'avenir, c'est des gens qui savent faire des statistiques et qui vous diront exactement ce que vous devez faire en temps réel et que ça a un impact. Et ça, il y a des écoles pour former ce profil-là? Nous n'en avons pas au Togo. Donc, quand nous avions vu donc les trois critères, c'est-à-dire le critère d'écart, c'est-à-dire l'existence du besoin. Ensuite, l'impact. Est-ce qu'il y aura un impact? Oui. Maintenant, le critère de faisabilité, il y a donc deux choses. Il y a les formations déroulables au Togo et celles qu'on ne peut pas dérouler au Togo. Pour les formations faisables au Togo, il a fallu donc créer des curricula, c'est-à-dire les contenus des enseignements, pour inciter, encourager le secteur tant public que privé à ouvrir ces formations et l'élargir au grand nombre parce que c'est un secteur donc identifié comme un secteur porteur pour aujourd'hui et pour demain. Et pour les domaines où nous n'avons pas les compétences pour les former, le travail a constitué à aller chercher à l'international, partout au monde, les écoles qui peuvent former de ces talents pour lesquels nous n'avons pas aujourd'hui des ressources humaines. Par exemple, le cas de l'actuariat, par exemple, nous avons trouvé une grande école en Inde qui a cette spécialité de former les actuaires et de bons actuaires. Donc, avec cette école, on a fait donc un partenariat des MOU qui permettent aujourd'hui de recevoir des étudiants togolais. Et à date, il y a à peu près 22 étudiants togolais qui sont aujourd'hui allés faire ces études d'actuariat. Et nous espérons que dans les années à venir, au retour de ces compétences-là, le Togo ne devra plus importer des actuaires dans les domaines précis. Et ces jeunes vont se spécialiser dans les différents domaines de l'actuariat. L'actuariat, c'est dans l'ingénierie, il y en a dans les sciences sociales, dans les sciences médicales, un peu partout. Donc, voilà un peu l'enjeu. Donc, regardez là où nous n'avons pas les compétences, essayez de trouver les opportunités là où on peut trouver ces compétences, ces écoles, et former ces Togolais avec l'idée que tous reviendront dans les 3, 4, 5 années pour créer maintenant des écoles togolaises pour former les gens en grand nombre. L'idée, c'est faire en sorte que le maximum de ces gens reviennent. Et pour ça, on a mis des garde-fous qui permettent vraiment un suivi régulier. Il y a un coordonnateur sur le programme et qui chaque jour est en contact avec les étudiants pour voir leurs difficultés, leurs attentes et aussi créer pour certains un plan de carrière de sorte qu'une fois ces formations finies, qu'ils puissent rentrer au Togo pour vraiment contribuer au développement de notre pays. Merci, Monsieur le Ministre. Quand nous suivons tout le développement par rapport à la mission en lien avec les deux programmes, on se dit que c'est beaucoup de choses qui vous est demandé de faire.
Et quels sont les atouts aujourd'hui qui vous permettent véritablement de mettre en œuvre ces deux programmes? D'abord, bon, j'ai parlé du premier programme, ce qui est le programme sur les métiers prioritaires, qui est vraiment bien lancé. Et en un an, c'est à peu près 1200 étudiants qui sont déjà enrôlés et qui sont déjà en pleine formation, dont près de 600 qui sont à l'étranger, donc financés par l'État togolais et aussi par les bourses de la coopération. Il y a le deuxième programme, donc que vous me permettrez certainement de brosser rapidement, c'est le programme sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Parce qu'il a été constaté que, surtout dans le secteur privé, nous n'avions pas une harmonisation des enseignements. Par exemple, vous avez une école créée à Lomé qui forme en gestion. Quand vous prenez le contenu de la formation par rapport à la même école, à une école similaire qui forme par exemple à Kara, vous allez voir que le contenu de la formation n'est pas identique, alors que les deux formations aspirent à avoir les mêmes diplômes. Donc il faut déjà harmoniser le contenu des formations et c'est le rôle de l'État de leur proposer un contenu tenant compte des réalités nationales et internationales. Nous l'avons appelé harmonisation donc des curricula. Autrement dit, c'est comme vous êtes autorisé à créer votre église ou votre mosquée, vous n'êtes pas absolument autorisé à inventer votre Bible ou votre Coran. Ça, c'est un document unique que tout le monde doit pouvoir utiliser. Est-ce que c'est le même problème quand, par exemple, on prend une filière comme Histoire Géo, un étudiant qui s'est inscrit en Histoire Géo à l'université de Kara et qui ne peut pas continuer à l'université de Lomé? Est-ce que c'est ça? Exactement. Le même problème se pose quand vous prenez, par exemple, le droit. La faculté de droit à Kara s'appelle faculté des sciences juridiques, de droit et je crois politique. Mais à Lomé, ce n'est pas la même dénomination. Donc, forcément, le contenu de la formation n'est pas le même. Et ce qui est aberrant, c'est que pour une université publique, par exemple, un étudiant qui sort de la faculté de droit de Kara et qui vient à Lomé doit faire homologuer son diplôme, ce qui est une aberration. Parce que justement, il n'y a pas d'harmonisation dans le contenu des enseignements. Il faut désormais que cela soit harmonisé, tant dans le public que dans le privé. Le travail est quasiment terminé au niveau de la licence et du master pour les établissements privés, où aujourd'hui, tout le monde a une boussole. Tout le monde sait exactement ce qu'on doit enseigner et de façon unique partout où on se trouve sur le territoire. Donc ça, c'est l'harmonisation des curricula au niveau des établissements privés d'enseignement supérieur. Maintenant qu'on a harmonisé et que les formations maintenant répondent à des normes, à des standards nationaux et internationaux, et on s'attaque maintenant à qui sont ceux qui sont habilités à enseigner. Qui enseigne? Et c'est là que la qualité de l'enseignant rentre encore en ligne de compte. Et en ce moment-là, il a été donc procédé à une nomination, une identification des enseignants dans le privé qui ont le bon doctorat, les doctorats obtenus dans des universités publiques. Et ces enseignants-là ont été recrutés, mis à la disposition de ces écoles qui les utilisent, dans l'optique de leur permettre aussi d'évoluer selon les niveaux et les grades du CAMES pour créer au niveau des établissements privés des enseignants compétents qui puissent porter vraiment de façon efficace la qualité de cet enseignement dans ces secteurs. Maintenant, on a le bon programme d'enseignement. On a les bons enseignants. Qu'est-ce qui reste? Il faut évaluer. Et l'évaluation telle que ça se faisait avant, qui était laissée au bon vouloir des établissements, ne se fera plus. Depuis le 10 janvier donc 2024, l'État togolais a pris un important décret sur la transformation de l'office du BTS en menant en office des examens professionnels du supérieur qui a pour mission essentielle d'organiser les examens d'État en licence et en master pour les établissements privés d'enseignement supérieur. Ça veut dire qu'à partir de la rentrée prochaine, désormais c'est l'État qui organise les examens et ces examens vont être donc couronnés par la délivrance des diplômes d'État, lesquels diplômes d'État ne passeront plus par l'homologation. C'est des diplômes qui auront les mêmes valeurs que les diplômes issus, par exemple, des établissements d'une université publique, notamment, par exemple, l'université de Lomé ou de l'université de Kara. Ça aura les mêmes valeurs. Et ça commence à partir de l'année prochaine. Et c'est des examens d'État que l'État va organiser. Autrement dit, les établissements forment sur la base des contenus d'enseignement qu'on leur a donnés, sur la base avec des enseignants qui auront été identifiés, qui sont continuellement formés. Et c'est l'État qui organisera les examens désormais. Pour tout celui-là qui veut aspirer à un diplôme togolais, il faudra passer un examen et cela s'appelle l'examen d'État. Alors, et ceux qui ont eu leur diplôme avant que cette décision ne soit prise, quelle sera la situation de leur diplôme? La loi n'est pas rétroactive, donc ces personnes-là vont toujours continuer à subir le processus de l'homologation. L'homologation n'est pas le cours, l'homologation n'est pas l'examen.
L'homologation, c'est juste une présentation de pièces physiques qu'on vérifie pour voir si les conditions d'enseignement et les conditions de déroulement de l'examen répondent aux critères que l'établissement même a déposés au moment de la demande de l'ouverture de l'offre de formation. Mais l'homologation n'est pas dans la classe. L'homologation n'atteste pas de qui a enseigné. L'homologation n'atteste pas de qu'est-ce qu'on a enseigné. Ça fait que l'homologation a des limites. Mais pour ces diplômes anciens, ils vont toujours suivre les processus de l'homologation. Mais à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus d'homologation pour les diplômes obtenus ou qu'on va passer à partir de l'année prochaine. Ils seront des diplômes directs de l'État togolais qui ne seront pas homologués. Je précise également que l'homologation va se poursuivre pour les diplômes obtenus à l'étranger dans les mêmes conditions que ceux obtenus au Togo. Ça veut dire que dans les écoles privées au Togo, désormais, il y aura l'examen d'État. Donc, pour être diplômé, il faut avoir passé cet examen d'État. Si vous venez d'un pays étranger et que ce pays étranger vous délivre un diplôme qui ne soit pas issu d'un examen d'État, on ne pourra pas l'homologuer au Togo. Évidemment, homologuer veut dire mettre, du moins équilibrer ou du moins donner une conformité à deux choses qui se ressemblent. On ne peut pas homologuer un diplôme obtenu dans les conditions ordinaires par rapport à un diplôme obtenu à travers un examen d'État. Donc c'est très important parce que demain, les gens vont dire « j'ai fait ma formation dans tel pays, alors je viens au Togo ». Non, il faut s'assurer que ce diplôme obtenu dans ce pays étranger ait passé le processus de l'examen d'État, c'est-à-dire organisé par l'État dans lequel le diplôme a été obtenu. Tout à fait. Alors, fidèles téléspectateurs, nous aurons l'occasion de recevoir le directeur en charge de l'homologation des diplômes et vous comprendrez davantage ce que le ministre vient de dire. Monsieur le ministre, je reviens encore sur ma question. Quels sont les atouts qui vous ont permis d'obtenir les résultats, en tout cas les premiers résultats que vous venez de délivrer? Le premier atout, c'est le président de la République dans sa vision. Il faut saluer cette vision et ce courage qu'il a d'oser là où c'est difficile. D'abord, en mettant en place pour la première fois dans l'histoire de notre pays une gouvernance axée sur des projets et des programmes. Une gouvernance axée sur des projets sur lesquels chaque ministre est évalué et avec un chronogramme sur des étapes à atteindre. Ce qui est vraiment une boussole qui a guidé tout le monde et qui a amené chacun à savoir exactement ce qu'on attend de lui et ce qu'il doit faire. Donc je crois que le premier atout, c'est le chef de l'État dans sa volonté et dans ce courage vraiment d'oser quelque chose d'unique. Le deuxième atout, c'est la volonté des acteurs, surtout de l'enseignement supérieur public. Les collaborateurs, j'en ai quelques-uns qui sont très dévoués et qui vraiment connaissaient les problèmes que nous vivions déjà et qui sont maintenant traduits dans les projets opérationnels et qui avaient aussi à cœur d'aider à ce que nous puissions atteindre ces objectifs assignés par le président de la République. Et le troisième atout, évidemment, le chef de l'État n'a pas lésiné à mettre les moyens qu'il faut. Et ce sont ces moyens-là, politiques et financiers évidemment, qui ont permis d'engranger ces résultats qui aujourd'hui nous honorent tous. La toute dernière question par rapport à ce volet consacré aux deux programmes de la feuille de route gouvernementale en ce qui concerne l'enseignement supérieur. La toute dernière question, c'est les leçons que vous tirez de tout ce travail qui a été fait avec l'appui, bien entendu, du chef de l'État, comme vous venez de le dire, et l'accompagnement, l'appropriation aussi par vos collaborateurs de terrain qui sont aussi bien dans l'enseignement supérieur que dans l'enseignement privé, supérieur-privé. Ce que nous tirons comme leçon principale, d'abord, ça n'a pas été facile. Mais au finish, tous les acteurs ont compris que nous n'avons plus le choix. Nous n'avons plus le choix parce que, souvenez-vous, il y a quelques mois, il y a eu des allégations qui ont mis à mal un peu la réputation de notre pays en ce qui concerne la qualité des formations que nous délivrons. Et je crois qu'aujourd'hui, ce contexte international nous oblige à beaucoup de qualité dans ce que nous faisons, à beaucoup de courage, à beaucoup d'audace, parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas évident, mais il faudrait qu'on y arrive. Ça, c'est la première leçon que nous avons tirée. La deuxième leçon, ce sont les retombées positives que cela va apporter pour notre pays. Une des retombées, c'est que le Togo sera plus crédible en ce qui concerne les diplômes qui vont sortir des universités. Je signale au passage que, une fois cette réforme débutée, au niveau du papier physique même, va changer. Ça sera des diplômes avec la technologie RFID, c'est-à-dire la pâte papier même qui va servir à fabriquer le diplôme est déjà un outil informatique qui renseigne sur la qualité et la fiabilité du diplôme qui
qui est délivré. Est-ce qu'il sera difficilement falsifiable puisque... Il sera même infalsifiable. Quand on dit difficilement, ça veut dire qu'on peut y arriver. Il sera infalsifiable. Parce que pour le falsifier, ce n'est même pas possible, parce que la pâte papier elle-même est un outil qui va contenir de la nanotechnologie dans laquelle le papier lui-même, c'est comme une puce informatique. On peut lire dans le papier. On peut lire toute l'information, tout ce que vous avez eu à faire durant tout le parcours, tout est lu. Donc, c'est infalsifiable. Et ça, c'est une grande innovation qui va accompagner la délivrance des diplômes togolais, ce qui va faire que nous gagnerons également par la confiance que les étudiants auront et la confiance que l'étranger aura par rapport à nos écoles et viendra, parce que nous souhaitons évidemment que les gens viennent étudier dans notre école de Togo. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait un label. Fidèles téléspectateurs, nous disons une fois encore merci à M. le ministre qui nous a suffisamment éclairé sur les deux projets de la feuille de route gouvernementale. Et comme je l'avais annoncé au début, nous allons aborder le deuxième sujet de notre entretien qui porte sur la qualité des diplômes dans l'enseignement supérieur public et privé. Et vous savez que pour qu'on puisse parler de la qualité, il faut que tous ceux qui ouvrent des filières et autres puissent se conformer aux dispositions. Et j'ai ici sous la main une note circulaire signée du ministre de l'Enseignement supérieur qui est à mes côtés ici, signée 20 juin 2024, lettre circulaire numéro 01408, à l'attention de madame, messieurs les responsables des établissements privés d'enseignement supérieur. Mesdames, messieurs, il m'a été donné de constater que certains établissements privés d'enseignement ont ouvert de nouvelles filières sans avoir préalablement procédé aux formalités d'accréditation de ces filières. Cette situation préjudiciable aux apprenants pose le problème de fiabilité des formations délivrées dans ces établissements privés d'enseignement supérieur. À cet effet, je demande à tous les établissements concernés de prendre toutes les dispositions pour procéder à la régularisation de cette situation en s'adressant à la direction de l'enseignement supérieur au plus tard le vendredi 19 juillet 2024. Toute demande de régularisation des filières est assujettie au paiement des frais contre une quittance du Trésor public. Par ailleurs, je tiens à vous rappeler le caractère obligatoire de demande d'autorisation préalable du ministère de tutelle avant toute ouverture de filière. Et tout contrevenant à cette règle se verra refuser régularisation à l'avenir. Comptant sur votre compréhension, je vous prie de croire, mesdames, messieurs, en l'assurance de ma considération distinguée. Signé, Monsieur le ministre, professeur Majesté Iyo Wateba. Monsieur le ministre, est-ce que le contenu de cette note circulaire tel que délivré est assez clair pour nous tous? Il est clair. Et pas particulièrement pour ceux qui sont concernés. Il est clair, j'aimerais le redire peut-être en français facile. J'avais dit tout à l'heure que nous n'avons même pas le choix. La qualité aujourd'hui n'est pas négociable. Et la qualité suppose des normes et des procédures. Absolument. Et ici, nous cherchons à protéger l'étudiant qui est en réalité la première victime lorsque les choses se passent mal. Et deuxièmement, c'est les familles qui auront mis des ressources, des moyens, et à la fin, on leur dit que la formation ne vaut rien. J'ai moi-même eu à porter des dossiers en Occident pour inscrire des étudiants, et je l'ai eu comme une douche froide lorsqu'on m'a fait savoir que ces diplômes de master ne valent que le bac. Pour un enseignant que je suis, et de surcroît à la tête du sous-secteur de l'éducation dans l'enseignement supérieur, c'est choquant. Et cela m'interpelle de me demander pourquoi on en est arrivé là et comment on en est arrivé là. Et donc, ça nous amène à prendre des mesures parce que nous n'avons même pas le choix. Nous devons aller à la qualité et la qualité suppose des règles que nous devons scrupuleusement observer. Il est malheureusement constaté que de nos jours, bien que nous parlons déjà depuis un moment des réformes qui se font et qui s'annoncent dans l'enseignement supérieur, qu'on trouve encore des écoles aujourd'hui qui créent des filières qui ne sont pas connues. Les étudiants font la formation, ils en sortent avec des diplômes. Au moment de l'homologation du diplôme dans le système que j'avais décrit tout à l'heure, on réalise que la formation n'est même pas recensée, elle n'est même pas connue, et on se demande qui a formé, qu'est-ce qu'on a enseigné aux étudiants, et finalement, on se retrouve avec un étudiant qui, après des années d'efforts, n'a rien. Ça, pour nous, cette situation, elle est intenable, et donc j'ai tenu donc à le réexpliquer pour dire qu'il ne sera plus autorisé
des attitudes pareilles et quiconque se donnerait à cela, eh bien, se verra tout simplement refuser une régularisation de cette situation. Parce que hier, on était obligé de donner une forme de régularisation, d'arrangement, mais on ne va pas continuer à faire des arrangements. Il faut que chacun se mette dans le moule. L'objet de ces réformes, je veux le préciser, n'est pas dirigé contre une école. Ce n'est pas fait pour effacer des écoles du visage togolais de l'enseignement supérieur, non. L'objet de ces réformes, c'est rendre les écoles plus performantes et offrir à la victime potentielle, qui est l'étudiant, des chances d'avoir des diplômes compétitifs qui puissent lui permettre de continuer sa belle aventure universitaire. Alors, fidèles téléspectateurs, avant l'enregistrement de cette émission par rapport à cette question de qualité des diplômes dans l'enseignement supérieur, j'avais plein de questions à poser à M. le ministre, mais le courrier que je viens de lire tout à l'heure et les compléments d'information qu'il vient de donner m'amènent à m'en passer. Mais je vais juste m'attarder sur une toute dernière question concernant ce volet, bien entendu, où je voudrais savoir à court, à moyen et à long terme, quel est l'impact de cette réforme-là concernant les diplômes délivrés, surtout dans l'enseignement supérieur privé. Quels sont les impacts sur le système de l'enseignement supérieur? L'impact d'abord, c'est que les diplômes seront de meilleure qualité. Et diplômes de meilleure qualité qui va équivaloir exactement les diplômes obtenus dans les universités publiques du Togo. La deuxième chose, c'est cet étudiant qui a la liberté maintenant d'aller partout au monde parce que désormais, c'est l'État togolais qui certifie et garantit le diplôme qu'il a obtenu. Donc, il peut parcourir le monde entier parce que l'État, quand même, est un label. La troisième chose, c'est que cet étudiant ne va plus souffrir d'un rejet de demande de formation. Quand il va vouloir aller faire un master, on lui dit que non, votre licence, ce n'est pas ça. Eh bien, désormais, il a cette possibilité vraiment d'aller très loin. Donc, l'impact, il est énorme, il est total. Et aussi pour les familles, c'est des familles qui n'auront pas déboursé de l'argent pour rien. C'est très important. Et pour notre pays aussi, ça nous évite que des gens, un beau matin, disent que malgré l'effort qui est fait et le sérieux de l'enseignement au Togo, que facilement des gens ailleurs disent que les diplômes togolais n'ont pas de reconnaissance. Ça, je crois que ça fait mal aux Togolais que je suis parce que depuis toujours, le Togo fait partie des pays les plus sérieux en matière d'éducation et nous voulons vraiment garder ce label. Et pour ça, ça sera tolérance zéro pour tous ceux qui voudront faire le contraire. Et les examens d'État concerneront toutes les écoles privées d'enseignement supérieur, qu'elles soient confessionnelles, qu'elles soient dites inter-État ou qu'elles soient des écoles installées au Togo sur la base d'un accord de siège, tant que l'école est au Togo et n'est pas une école publique, les examens d'État seront adressés, destinés à toutes les écoles sans exclusion. Tout à fait. Bien, une fois encore, merci à M. le ministre pour tous ces éclairages qu'il est en train de nous donner. Nous allons aborder la dernière rubrique de cette émission consacrée à la mutualisation des ressources humaines dans les universités. Alors, le ministre l'a dit en début, en lien avec la feuille de route gouvernementale où il était question de travailler sur la qualité des ressources humaines. Eh bien, quand on parle de ressources humaines, le profil ne suffit pas, mais leur gestion est une équation sérieuse à résoudre. Et c'est à cela que nous allons nous attarder tout à l'heure avec M. le ministre. Qu'est-ce qui a motivé votre intervention sur cette question touchant les enseignants du supérieur? Il est question de mutualiser leur gestion. Mon parcours administratif a commencé en tant que vice-doyen. J'ai passé 3 ans comme vice-doyen de la faculté des sciences de la santé, puis ensuite doyen pendant 1 an et demi avant d'être à cette fonction ministérielle aujourd'hui. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a un peu de laisser-aller. Il y a un peu de laisser-aller où l'enseignant universitaire ne rend pas totalement. Et il arrive souvent que nous ayons aussi droit à des missions d'enseignement venant de l'étranger, alors qu'on peut trouver des compétences en interne. Et aujourd'hui, il y a lieu de mettre un peu d'ordre et de voir comment nous pouvons rentabiliser ce que nous avons en nous comme connaissance. À guise d'exemple, l'université de Kara, chaque année, fait venir à peu près 1200 à 1300 enseignants missionnaires chaque année. Depuis que l'université là est créée, ça fait 20 ans, nous avions à peu près 30% d'enseignants propres.
il reste encore beaucoup d'enseignants qui viennent d'ailleurs. Et chaque enseignant missionnaire qui vient, qu'il soit togolais ou étranger, est payé comme quelqu'un qui est venu donner un cours et qui n'a aucune attache avec l'université de Kara. Nous avions chaque année dans cette même université près de 200 missions étrangères qui viennent de l'étranger pour enseigner. Et c'est des millions par enseignement. Et nous nous sommes rendus compte également que à l'intérieur, quand on regarde les heures statutaires des enseignants, de bonne foi, certains enseignants n'ont pas plus que 50 heures de cours. Alors que sur le plan statutaire par rapport aux anciens tests qui vont être revus, effectivement, chaque enseignant, quand il est rang magistral, doit au minimum 150 heures à l'État togolais. Et quand il est maître assistant, donc les rangs B, comme on les appelle, ils doivent autour de 240 heures l'an. Je dis bien 240 heures, ça dit qu'il enseigne pendant 240 heures. Et on s'est rendu compte que quand on regarde individuellement, tout le monde n'arrive pas à utiliser, ou du moins à consacrer toutes ces heures-là à l'enseignement. Mais ils ont le même salaire. Absolument. Quelle que soit l'heure qu'ils ont utilisée. Absolument. Maintenant, quand on est invité à l'université de Kara pour aller donner des cours, alors qu'on n'a fait que peut-être 50 heures à l'université de Lomé, on est payé à l'université de Kara comme si on venait de l'étranger. Or, c'est le même budget, c'est le même État togolais que nous servons. Donc, en mutualisant, c'est permettre à l'enseignant qui n'a pas pu consommer 16 heures statutaires dans une université donnée de pouvoir rendre le restant à l'université voisine sans pour autant être payé pour, puisqu'on a déjà un salaire pour le travail que l'on fait. C'est une façon d'économiser des ressources en tenant compte de ce que nous n'avons pas pu consommer. Vous aviez des spécialités où vous n'avez pas plus de 40 heures dans l'année. Alors que quand on va aller dans une autre université, c'est peut-être 40 heures de cours. Alors qu'il faut peut-être 240 pour l'enseignant. Vous voyez bien que désormais avec ça, le seul enseignant peut rendre service à beaucoup d'universités sans que l'État ait cette contrainte de payer, puisque la personne a déjà un salaire. Donc à terme, il n'y aura plus un enseignant d'une université donnée, il y aura un enseignant sur toutes les universités. On rend service partout où besoin est. Le fait de dire j'appartiens à l'université de Lomé, l'autre à l'université de Kara, et qu'en allant dans un sens ou dans l'autre, je suis payé comme un expatrié, cette disposition-là va régler ce problème. L'autre élément dans la mutualisation, c'est que si nous avions des compétences inutilisées ou insuffisamment utilisées dans une université, alors que chaque université veut avoir son personnel propre, nous ne pouvons pas créer de nouvelles universités dans ces conditions. Il faudra vraiment optimiser l'utilisation des enseignants et lorsque chaque enseignant aura consommé la totalité des heures qui lui sont imparties, les heures complémentaires maintenant peuvent être qualifiées d'heures supplémentaires. Et pour deux universités, le calcul qui a été fait, c'est une économie d'échelle de près de 3 milliards chaque année qui pourront servir à financer d'autres choses. Je vous donne un autre exemple où dans une université, on a fait venir un enseignant pour enseigner les statistiques des États-Unis, alors que nous avons des compétences en interne au Togo qui peuvent enseigner les mêmes statistiques aux étudiants. Désormais, cette mutualisation règle le problème. Parce qu'avant que vous alliez chercher un enseignant ailleurs, on doit regarder dans le panier si le Togo ne dispose pas de compétences en interne pour pouvoir les dérouler. Ça nous fait une économie d'échelle parce qu'un enseignant expatrié, il coûte forcément très cher. Et l'autre constat, c'est que, je le dis bien de bonne foi, les enseignants font ce qu'on leur dit de faire. Mais il a été constaté qu'il nous arrive parfois de délaisser le travail et de partir 8 mois, 9 mois, pendant qu'on est payé. Mais on est parti 8 mois sous prétexte qu'on est parti faire de la recherche. L'encadrement des étudiants en ce moment-là prend un coup. Puisque l'enseignant n'est pas là que pour délivrer des cours magistraux, il est aussi là pour accompagner l'étudiant à réaliser son rêve. Donc, cette mutualisation va aussi s'intéresser au nombre de fois que les gens sortent du territoire pour aller servir ailleurs pendant que le problème se déroule au Togo. Le besoin, c'est au Togo que nous devons rendre l'essentiel de notre disponibilité vis-à-vis des étudiants, puisque nous parlons aujourd'hui des métiers prioritaires. Nous parlons aujourd'hui de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Ça va avec. C'est aussi la ponctualité, c'est aussi la présence de l'enseignant, c'est aussi
la qualité de l'enseignement qui est donné qui va nous permettre évidemment d'avoir un pays émergent à partir des gens bien formés. Voilà en gros la grosse stratégie qui est mise en place parce que vous avez vu que le président de la République, dans ses efforts quotidiens, a encore signé la création de nouvelles universités. Il faut bien les animer. Et pour les animer, il faudrait que nous puissions vraiment utiliser le maximum des ressources dont nous disposons pour que chacun puisse vraiment servir. Pour cela, j'invite donc les collègues à comprendre le bien fondé de la chose et à se doper d'un esprit nationaliste pour comprendre l'initiative et l'accompagner parce que sans cette mutualisation, il sera difficile, voire impossible, de créer et de faire fonctionner de nouvelles universités. Merci, Monsieur le ministre. Vos explications m'amènent à rebondir sur cette mutualisation. Quand vous dites qu'on fait venir des professeurs d'ailleurs, avec la Covid, il est aujourd'hui possible de faire des cours en ligne. Pourquoi ces universités qui font venir des professeurs expatriés ne demandent pas que ces cours se fassent en ligne au lieu de faire déplacer forcément avec des coûts d'avion, enfin tout ce que cela comporte comme charge? Vous l'aviez compris, c'est pour cela la mutualisation est utile. Vous l'avez compris. Donc, je crois que ça va régler tous ces problèmes. Les arrangements ne seront plus vraiment possibles, mais ça va se faire dans la souplesse pour permettre à tout le monde. Et il faut beaucoup de pédagogie pour que les gens comprennent que ce n'est pas dirigé contre quelqu'un, mais c'est vraiment pour notre pays parce que si nous payons cher le traitement d'un enseignant, il faut aussi que nous puissions tirer le meilleur et le maximum de sa disponibilité intellectuelle pour que tout le Togo et surtout les étudiants puissent en profiter. Voilà. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger à fond avec eux pour qu'ils comprennent, qu'ils adhèrent à cette mutualisation? Je parle de ces professeurs du public qui sont concernés. La pédagogie a déjà commencé. Il y a eu déjà des rencontres avec les décideurs des facultés. Et pour asseoir cette mutualisation, il y a même un logiciel qui est développé. C'est un logiciel intelligent qui va attester vraiment de la présence physique des gens dans les amphis. Et c'est un dispositif qui sera mis devant tous les amphis. C'est un dispositif qui peut être mis même sur les téléphones portables, de sorte que les cours qui n'ont pas lieu en amphi, que l'enseignant puisse effectivement, ça ne sera plus un cahier qu'on remplit, mais c'est le dispositif vraiment qui attestera que l'enseignant est en classe et que l'enseignant s'occupe vraiment des étudiants. Donc, ces rencontres ont été organisées. On va organiser d'autres rencontres pour que les gens comprennent vraiment comment ça va fonctionner, ce dispositif. Donc, c'est un système électronique où, au début, on était parti à la reconnaissance faciale, mais aujourd'hui, on est allé plus loin, où il suffit de tendre sa main devant le dispositif et le dispositif marquera l'heure exacte à laquelle l'enseignant est rentré au cours. Parce qu'ils arrivent, je suis enseignant, je parle en tant qu'enseignant. Vous avez 4 heures de cours, mais ce n'est pas évident que vous ayez commencé le cours à l'heure. On arrive parfois avec 1 heure de retard, avec 2 heures de retard, et c'est les programmes qui ne sont pas achevés au bout du compte. Et tout ça, là, ça a un impact sur la qualité de l'enseignement et sur la qualité de l'étudiant qu'on forme. Donc, ce dispositif va régler ce problème, et c'est le dispositif qui comptera pour chacun les heures qu'il a réellement effectuées. Nous avons parfois des enseignants qui sont plus présents ailleurs que dans les amphis. Et effectivement, ce dispositif va régler tout cela. Et ça va aussi permettre de faire les vrais besoins d'un enseignant. Parce que quand aujourd'hui, un assistant ou un professeur dit « je suis excédé par le poids du travail, j'ai beaucoup d'heures parce que ceci, parce que cela », c'est difficile à apprécier. Aujourd'hui, il y a un traçage qui est fait et qui fait que chacun aura à la fin de l'année ce qu'il a véritablement réalisé comme travail. Et ça nous permettra d'ajuster les besoins en termes d'enseignement et en termes d'équipement dans les universités. D'accord. Nous savons qu'il y a 2 ans, le chef de l'État a fait entrer le Togo dans le Commonwealth. Et il y a déjà votre collègue de l'enseignement primaire secondaire qui travaille déjà avec une équipe technique du Commonwealth pour qu'il puisse avoir l'enseignement en ligne. Est-ce que l'enseignement supérieur aussi bénéficie du Commonwealth? Oui, tout ça fait partie du plan sectoriel de l'éducation. Et nous avions même le point focal de tout ce qui concerne le Commonwealth, c'est le directeur du village du Bénin, le professeur Benouga. Et récemment même, on a élaboré actuellement même un plan pour chaque université élargi à l'ENS. Et la semaine dernière, toutes les universités ont reçu leur manuel sur comment enseigner désormais dans un contexte d'un pays qui a aussi l'anglais désormais comme langue de partage. Donc le document a été fait, remis à toutes les autorités de ces différentes structures.
Et dès la rentrée prochaine, ça commence dans son application. Cela appelle aussi à un renforcement du potentiel en enseignant en anglais et aussi encourager les étudiants à maîtriser l'outil anglais. Je précise que l'essentiel des bourses que nous donnons aujourd'hui, c'est conditionné par la maîtrise de l'anglais. Ah ouais. Et parce que les universités où nous avons les étudiants, c'est en Chine, c'est en Inde, c'est au Royaume-Uni, en France et aussi en Russie. Et voilà, donc c'est l'essentiel des pays qui reçoivent les étudiants, surtout dans les cas de métiers prioritaires. Et pour ça, la maîtrise de l'anglais ne se discute plus. En tout cas, chers étudiants et ceux qui se préparent à rentrer à l'université, le message est clair. Hein. On vous a mis déjà la puce à l'oreille. Faites tout pour bien maîtriser l'anglais. Monsieur le ministre, nous sommes en train de tendre pratiquement vers la fin de cette émission. Une toute dernière question avant votre mot de fin. Au vu de tous les résultats que vous avez présentés, hein, des grandes avancées, les réformes dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que les perspectives pour l'enseignement supérieur public comme privé sont encourageantes ou si le Togolais peut véritablement espérer des lendemains meilleurs pour l'enseignement supérieur? Comme je le disais, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix parce que pour participer aux grandes rencontres internationales, il faut y aller avec des gages que l'on donne. Le Togo ne peut pas se soustraire de ces normes qui sont incompressibles. Nous n'avons pas le choix, nous devons y aller. Et il n'y a que ça qui permet au Togo d'espérer des lendemains meilleurs pour nos systèmes éducatifs. Et pour cela, comme je l'ai dit, ça sera tolérance zéro. Nous allons y aller avec beaucoup de courage. Ça ne va pas être facile. Ça va être facile, mais j'appelle les uns et les autres à y adhérer, à donner du sien et à expérimenter quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, dans l'optique vraiment de permettre à notre pays de s'en sortir. Le rêve que nous nourrissons tous, puisque nous aimons tous notre pays, c'est que l'ordre de l'humanité qui est entaché à notre devise, à ce que nous sommes, à ce que le Togo est de façon fondamentale, que nous puissions le manifester à travers notre savoir-faire, notre faire savoir, notre savoir-faire faire et notre aptitude aussi à rayonner à travers notre connaissance, notre science et donc notre culture togolaise. Pour ça, rien ne sera de trop. Il faudrait qu'on y aille et avec beaucoup de courage. Et je pense que nous allons arriver à bon port. Merci, monsieur le ministre. Merci à l'équipe de réalisation. Merci à tous les téléspectateurs qui nous avez suivis. Nous vous disons merci. Et on va demander au ministre si vraiment, au-delà de tout ce qu'il a déjà dit, hein, s'il a encore un dernier mot, l'opportunité lui est offerte. Je crois que l'essentiel est dit. Voilà. Je vais juste inviter les collègues à adhérer parce que c'est quelque chose de nouveau. Essayons quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas impossible pour les hommes que nous sommes. S'il y a de la volonté, je crois que tout est faisable. Et remercier une fois encore le président de la République qui a une attention particulière à notre système éducatif et qui y met les moyens. Et qui a signé encore la création de nouvelles universités, notamment, vous l'avez déjà vu dans ses sorties au journal officiel de la République, l'université de Sokodé et de Dapaon sont déjà en train d'être mijotées dans leur mise en œuvre concrète. Donc je crois que c'est des bonnes choses et encourageons-le à poursuivre, encourageons-le à investir davantage à travers l'appropriation de ces différentes réformes qui pour nous sont nécessaires pour l'avenir du système éducatif du Togo. Et à vous, Marcel Toyi, une fois encore, merci. Heureux d'avoir fait cette émission avec vous, en espérant vous revoir prochainement. Sur d'autres thématiques. Merci. Alors, fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci vraiment de nous avoir suivis. Et nous espérons revoir aussi le ministre. Nous lui lançons l'invitation. Hein, voilà. Et nous espérons le revoir pour une autre émission une prochaine fois, quand l'occasion va se présenter. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.